Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce samedi, la célébration de la Journée nationale de l'élevage à Kaolack. Pour soutenir les éleveurs, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures de redressement, notamment la révision de la loi d'orientation agro-silvopastoral et l'application du décret du code pastoral. Une nouvelle ère va s'ouvrir pour le Sénégal avec le New Deal technologique, un projet de soutien à la transformation numérique lancé lundi prochain. Et vous allez partager dans ce journal les nombreuses attentes des acteurs. Cette alerte de la Sénélec victime d'actes de vandalisme grave. Les pylônes installés à Aloukane ont été saccagés et ces sabotages entraînent un grave danger pour les populations de la localité et environ. Le point dans un instant. Une batterie de mesures pour marquer la journée de l'élevage célébrée ce samedi à Kaolack. Le chef de l'État annonce la révision de la loi d'orientation agro-silvopastoral et l'application du décret du code pastoral. Le président Bassirou Diomaye Faye a aussi évoqué la création de coopératives agricoles communautaires au Marning. La journée de l'élevage offre l'occasion aux acteurs d'échanger avec le chef de l'État. Un dialogue direct sur les enjeux et défis d'un secteur clé de l'économie. Et j'ai tenu à être présent ici pour renouveler mon attachement personnel à l'élevage, une des mamelles nourricières de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers acteurs de l'élevage, la souveraineté alimentaire est au cœur des politiques publiques et votre secteur y occupe une place prépondérante. C'est pourquoi je me réjouis du choix du thème de la présente édition, à savoir valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire. Un à un, les représentants des organisations d'éleveurs se sont succédés au pupitre. Les marques de satisfaction se joignent aux doléances légitimes. Il a été recommandé l'adoption du décret portant l'application du code pastoral pour une mise en œuvre effective du dit code, le parachèvement de l'érection du ranch Djibo Leitika de Doli en établissement public à caractère industriel et commercial par l'adoption du projet de décret en instance de signature, le renforcement de l'appui institutionnel pour asseoir les bases d'une professionnalisation durable des acteurs de l'élevage. C'est un ensemble de recommandations contenues dans la déclaration dite de Kaolack, heureusement bien comprise par le chef de l'État. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de vos représentants qui se sont succédés. Je vous ai bien entendu, je vous ai bien compris. En tant que natif du monde rural, je suis au fait des défis et enjeux du secteur primaire. Et vous pouvez être assuré de ma sensibilité toute particulière sur ces questions. Dans la perspective de la souveraineté alimentaire, les éleveurs entendent jouer pleinement leur partition. Le chef de l'État entend les accompagner sur le chemin de la transformation du Sénégal à l'horizon 2050. Les projets du secteur primaire figurent parmi les priorités du plan quinquennal et tous les facteurs de vulnérabilité de l'élevage feront l'objet de plans d'action spécifiques. C'est dans cette perspective que j'ai donné des instructions au ministre pour l'évaluation de la loi d'orientation agro-silvopastorale et la préparation des décrets en application du code pastoral. Par ailleurs, une des mesures phares en vue de l'amélioration de l'écosystème de l'élevage est la sécurisation des facteurs de production dont l'alimentation du cheptel sera la mise en place de coopératives agricoles communautaires contribuant ainsi à fixer les jeunes dans leur terroir et à lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Quant au vol de bétail, il constitue un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi j'ai instruit Monsieur le Premier ministre d'organiser dans les meilleurs délais, en relation avec les ministères et tous les acteurs concernés,
une concertation nationale sur le vol de bétail au fin de s'accorder sur une feuille de route consensuelle qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ces désastres. Plusieurs lauréats ont été récompensés par le président de la République en reconnaissance de leur engagement en faveur du sous-secteur. Auparavant, les acteurs ont marqué leur satisfaction au chef de l'État par la remise de ces cadeaux. L'animation a mis en évidence la diversité culturelle bien de chez nous. Et parlant de diversité, la célébration de cette journée de l'élevage est également marquée par la grande exposition sur le Made in Sénégal. On y retrouve toutes sortes de produits. Et sur place, le chef de l'État a pu échanger également de vive voix avec les éleveurs et les autres acteurs de la chaîne. Aboubakry Kane. Le Saloum à l'honneur pour la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage. Une innovation de taille cette année avec la mise à contribution de l'escadron monté de la gendarmerie nationale. Une unité de parade et d'escorte démontrant son élégance et sa dextérité. Une charge sécuritaire et un service d'honneur du chef de l'État qui a accompagné le cortège présidentiel jusqu'au site accueillant la JNE. Un rendez-vous incontournable de tous les acteurs qui s'y retrouvent pour célébrer une filière représentant un des piliers de la souveraineté alimentaire, souhaité par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'événement valorise divers produits d'origine animale, mais aussi les efforts consentis pour l'amélioration génétique du cheptel local et l'intensification de la production laitière. Là, c'est un demi-sang, mais voilà son père. Une race locale. Cette année-ci, on en importe 1000 par bateau. C'est très aimé par les éleveurs. Et aussi, c'est une race très résistante. Nous englavons pas moins de 900 hectares aujourd'hui pour quelques-uns de nos membres. Et avec Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit, nous voulons aller à beaucoup plus que ça pour que l'ensemble des membres puissent bénéficier de l'ensilage, parce que l'ensilage est primordial pour la production de lait. Au contact direct avec les éleveurs, le chef de l'État a pu visiter l'exposition qui accompagne chaque année la tenue de la JNE. Une écoute attentive, des échanges interactifs, en vue de mieux comprendre les défis qui se posent au sous-secteur de l'élevage. Nous faisons de la vache laitière, l'aliment cheval, l'aliment ronde pour les ruminants. Nous faisons aussi même l'aliment poisson. Nous avons aussi travaillé sur les races Ladoum. Des expériences diverses, notamment dans la valorisation du savoir-faire local, avec des systèmes d'industrie de tannage solidaire développés au Sénégal. On a beaucoup d'artisans, des femmes tanneuses qui nous permettent de travailler, de faire des articles faits ici au Sénégal du début jusqu'à la fin, du tannage artisanal à la conception carrément des articles. Nous impactons sur toute la chaîne de valeur, comme nous disons. C'est 200-300 acteurs directs, 10 000 emplois directs et indirects qui peuvent être créés par la filière, par le tannage. Et aujourd'hui, nous cherchons juste à être accompagnés pour que nous puissions aujourd'hui propulser le Made in Sénégal. L'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas en reste, avec de nouvelles technologies au service de l'élevage. Ce sont les étudiants qui ont eu à réaliser les aquariums. Alors, ce système consiste à intégrer la pisciculture et l'hydroponie, donc l'élevage de poissons et la culture de végétaux hors sol. Un engagement réaffirmé d'œuvrer à la valorisation de la contribution de l'élevage dans la politique de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, le Sénégal continue à importer des œufs à couver et nous entendons beaucoup dans vos paroles dire une économie endogène. Nous voulons créer de la valeur ajoutée localement. Il faut qu'on puisse trouver des leviers pour financer la production de œufs à couver au Sénégal. L'élevage reste un levier sûr pour accompagner la mise en œuvre de l'agenda Sénégal 2050. Tous ont réitéré devant le président Diomaye Faye et dans un élan unitaire leur volonté de participer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal.
Et ces acteurs qui ont participé à cette journée de l'élevage ont donc salué les mesures annoncées par le chef de l'État qui visent justement à les soutenir. Et sur la révision de la loi agro-silvopastorale, les parlementaires présents à la cérémonie se sont engagés à porter le plaidoyer pour un vote majoritaire. Salut Sec. Une mobilisation générale des éleveurs du Sénégal pour cette présente édition de la Journée nationale de l'élevage. À Kaolack, les pasteurs se réjouissent de la bonne tenue de cet événement. Je suis très satisfaite de la mobilisation des éleveurs aujourd'hui. Nous souhaitons un succès total au président de la République et à son Premier ministre pour toutes leurs initiatives. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'échanger avec le président de la République durant toute une journée sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Nous sommes vraiment rassurés par ces initiatives qui vont développer davantage le secteur. Différents acteurs du secteur de l'élevage ont effectué le déplacement. Une opportunité à ne pas manquer pour certains. Pour nous, éleveurs de porc, c'est une occasion aussi de faire de sorte que cette filière-là ait une visibilité. C'est une filière tellement productive que les gens ne s'en rendent pas compte sur le plan économique. Je suis très contente. Il est important d'appuyer les femmes qui s'activent dans la transformation et qui sont aussi dans la région de Dakar. Cette tribune est mise à profit pour faire le plaidoyer sur le renforcement du dispositif réglementaire. Sur cette question, les éleveurs peuvent compter sur l'engagement des députés concernant la revue de la loi agro-silvopastorale. Nous, en tant que députés, vu que notre rôle est de voter les lois, ou bien de faire des propositions de loi, nous allons ensemble s'y atteler, attendre, Inch'Allah, que la loi sera à l'Assemblée nationale et qu'on s'y mette. Parce que c'est une loi qui concerne vraiment la survie vraiment de l'élevage, mais aussi une loi qui doit apaiser les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. À Kaolack donc, une satisfaction totale des acteurs est notée concernant l'engagement de la plus haute autorité pour le développement du secteur de l'élevage. Le président de la République a profité de son déplacement dans le Saloum pour rencontrer les élus de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Ils ont notamment évoqué le projet Pôle Centre au Marnig. Le président de la République a partagé un volet de sa vision dont l'objectif est de transformer le pôle territoire centre en véritable poumon économique, avec des programmes et projets structurants destinés à stimuler l'agriculture, l'industrie locale et les infrastructures. Pour ce faire, la participation active des collectivités territoriales est nécessaire. C'est le sens de la démarche participative du président Bassirou Diomaye Faye qui comprend ainsi le rôle des élus dans le développement de leur terroir. Il a dans ce cadre évoqué la nécessité de renforcer les collectivités territoriales en moyens financiers et techniques afin d'asseoir un développement inclusif et durable. Les élus venus de Kaolack, Fatick et Kaffrine ont unanimement salué cette démarche. Ils ont exprimé leur détermination à œuvrer aux côtés du chef de l'État pour faire du pôle centre un exemple de développement intégré. Dans leurs interventions, ils ont aussi soumis plusieurs doléances, tout en proposant des contributions concrètes pour améliorer l'accès à l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation dans leurs collectivités respectives. Le président de la République a rassuré l'assistance sur sa volonté de répondre à ses besoins prioritaires, soulignant que la mise en œuvre réussie du programme Pôle Territoire, notamment au centre, pourrait servir de modèle au Sénégal et bien au-delà. Au terme de la rencontre, marquée par une volonté commune de construire un avenir meilleur, les acteurs locaux et le chef de l'État ont réitéré leur engagement de travailler ensemble pour la réussite de ce projet Pôle Territoire Centre. Et comme vous le savez, elles sont nombreuses les femmes qui s'activent dans la transformation de produits agricoles. D'autres s'investissent dans les champs. Les agricultrices et transformatrices de la zone d'Eniaï ont bénéficié de nouveaux matériels, de quoi booster leur production mensuelle. Safora Sow. De l'agriculture à la transformation jusqu'à la commercialisation, ces femmes s'activent dans toute la chaîne de valeur.
Organisés à 8 coopératives, ces agriculteurs de la zone des Niayes continuent de bénéficier de l'appui de l'Union européenne à travers la FAO. Des moulins à mil, des décortiqueuses et un tracteur, tout pour alléger considérablement leur travail et booster leur rendement. C'est pour nous le lieu de remercier, au nom de toute la société civile, remercier l'Union européenne, parce que je disais tout à l'heure que je suis une vieille militante de la cause des femmes, mais j'ai rarement distribué et en tout cas donné l'opportunité à des femmes d'avoir autant d'équipements en termes de valeur, parce qu'il y a une grande vanne cargo qui est à l'extrémité, que vous avez vue, qui permettra aux femmes, non pas seulement aux femmes des coopératives, mais aux femmes qui évoluent dans le petit commerce, dans l'agriculture, dans l'artisanat, d'échanger à travers cette vanne qui va être une boutique qui se déplace de la zone des Niayes dans laquelle se trouve le projet. L'Union européenne, partenaire naturel du Sénégal, continue son déploiement à travers le pays, histoire de soutenir les couches vulnérables. C'est la 3e fois que je viens ici à Gorom. J'ai le plaisir de retrouver la présidente de l'AFAO. Alors c'est une visite qui est un peu particulière parce que l'Union africaine a remis à Madame la Présidente le prix d'excellence en matière agricole. Et nous, Union européenne, nous sommes engagés aux côtés de la FAO depuis plusieurs années pour 2 raisons. D'abord parce qu'elles font œuvre utile pour l'autonomisation des femmes dans l'agriculture à travers les 8 coopératives que vous mentionnez. Et ensuite parce que c'est une association qui a besoin aussi d'être accompagnée. Le coordinateur du projet promet une utilisation rationnelle de ces outils. À travers cet investissement structurant, ces GIE vont participer activement à la souveraineté alimentaire. On veut changer le paradigme des investissements. Le paradigme des investissements suppose que d'abord, il faut une structuration en société coopérative. Les femmes interviennent beaucoup, mais il faut qu'ils se professionnalisent en termes d'économie sociale et solidaire. Ces femmes leaders dans leurs localités respectives remercient vivement Mme Khadifa Altal et l'Union européenne. Nous sommes très contentes car elle nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a montré la voie. Elle nous a également appris à mieux s'organiser. Elle a changé notre vie. D'habitude, on rassemblait notre argent, mais la plupart du temps, on ne voyait aucun résultat. Les ministères de l'Agriculture et de l'Économie solidaire promettent d'accompagner ces agriculteurs de la commune de Bambilor dans le renforcement de capacité de leur productivité, ainsi que dans la formalisation. Pour montrer leur savoir-faire, elles ont exposé leur production au grand bonheur des participants. Je vous propose maintenant de découvrir une réalité éprouvante. Anna-Marie Abdoulaye Gora, dans la région de Matam, un seul puits alimente tout le village et ses environs alors que sa population est essentiellement composée d'éleveurs. Les ânes s'occupent de la corvée et dans la rubrique environnement de ce soir, Ibrahim Pabediedjou partage avec nous ses images et ses récits. Regardez. Namari Abdoulaye Goral, un village du département de Kanel, a cherché derrière ce désert au fin fond du Ferlo. Sur notre trajet, nous avons failli faire demi-tour au risque de nous perdre dans cette étendue illimitée où aucun réseau de téléphonie n'est accessible. Mais c'est cette plaque qui nous redonne l'espoir que nous sommes sur le bon chemin. Quelques minutes encore de route, nous y sommes, et c'est un troupeau de vaches, d'ânes, de chevaux et de moutons qui nous accueillent. L'horloge affiche 13 heures, normal. C'est l'heure pour le bétail de venir s'abreuver. Ce puits est la seule source d'eau. Il mesure 72 mètres de profondeur. La solution pour tirer l'eau se passe de commentaires. Ce puits fait plus de 70 mètres. Pour puiser l'eau, on attache des cordes aux ânes qui tirent l'eau. Ensuite, les filles récupèrent les seaux. C'est un rituel qui se déroule de 3 heures du matin à 6 heures. Tous les habitants des hameaux constitués de 6 villages boivent l'eau de ce puits. Tout ce que l'on souhaite, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un système solaire pour pouvoir puiser de l'eau. Cette difficulté de se procurer de l'eau est aussi ressentie sur l'éducation des enfants. Elle compromet
le bon apprentissage. Actuellement, où je vous parle, il y a 2 élèves absents. C'est récurrent, quoi. Demain, il y a 2 élèves qui vont absenter pour aller au puits. Ils vont organiser par séance, quoi. Pour tirer la corde ou bien chercher l'âne pour que qu'on puisse puiser de l'eau. Et chaque jour, 2 enfants vont s'absenter. C'est en 1984 que ce village a été fondé par le vieux Abdoulaye Goral, trouvé dans son domicile en train d'écouter la chaîne nationale, la seule radio qui émet dans la zone. Confrontation entre l'Égypte et le Sénégal. On va y revenir alors une autre conférence de presse. C'est donc demain. Je me suis installé ici en 1984-1985. Nous avions quitté Lumbi Samarabe dans la commune de Thilogne pour nous installer ici afin d'aider notre bétail à bien se nourrir. Il y a de l'espace et beaucoup de fourrage pendant l'hivernage. Nous ne vivons que pour notre cheptel. Nous vendons des bêtes pour régler tous nos problèmes. Ce village compte à ce jour plus de 100 âmes et plus de 1000 têtes de vaches. Au-delà de cette population, plusieurs autres habitent aux alentours. C'est le cas au village de Windjoyi, confronté également à ce même problème. D'où leur cri du cœur. Le responsable régional de l'hydraulique apporte des nouvelles rassurantes. Il y a la PRAPS 2 qui a prévu un forage au niveau d'Anamari. Je pense bien que là-bas, c'est une zone aussi très vaste, mais quand même, qui est bien desservie, parce que là-bas, il y a Tchangol Djoyi, il y a Wendu Djoyi, il y a Raner Oriental. La sécurité de l'eau est un défi majeur dans cette partie du Fouta. En attendant une solution à leurs problèmes, ces populations luttent autant que possible pour se nourrir elles-mêmes et nourrir leur bétail. Ibrahim Pabidjedjou pour la rubrique environnement de ce soir. Ils sont au total 41 professionnels de la santé à réussir le concours d'agrégation du CAMES. On les appelle désormais des maîtres de conférences dans l'enseignement supérieur. Ces médecins, pharmaciens et autres spécialités ont été formés entre l'université de Dakar, Bombay et Thiès. Bakary Dembassi. 41 lauréats du 22e concours d'agrégation du CAMES ont enfilé leur toge, accédant ainsi au grade de maître de conférence titulaire dans l'enseignement supérieur. Ces diplômés se sont distingués dans les domaines de la médecine humaine et les spécialités médicales, la pharmacie et l'odontostomatologie. Non seulement vous êtes des enseignants-chercheurs de renommée chevronnée que vous venez de démontrer, mais aussi vous êtes des médecins. Donc vous êtes un maillon essentiel dans le développement du capital humain. Car la bonne santé, la formation et surtout la bonne santé est le premier élément du développement d'un capital humain dont nous avons besoin. 41 lauréats à l'échelle nationale, dont 28 issus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 12 sont sortis majors de leur jury, la preuve de l'excellence. Cette fête est importante parce qu'elle permet en tout cas de montrer à la communauté que l'UCAD, à travers la fac de médecine, fait de bons résultats, prône l'excellence et montre qu'à l'issue des concours sous-régionaux, parce que le CAMES est une instance, je dirais même régionale, les candidats sénégalais se comportent bien. Nos candidats ont comme à l'accoutumée hissé haut les couleurs du Sénégal dans cette compétition continentale. Notre pays a enregistré un taux de réussite tout à fait satisfaisant, exceptionnel, comme d'habitude, avec 41 admis sur les 42 candidats présentés. Les lauréats sont animés d'un sentiment de fierté et de reconnaissance envers leurs pairs. Nous sommes très contents de faire partie des lauréats. Nous avons franchi certes un cap, mais il nous reste beaucoup de choses à faire. Nous sommes engagés dans l'enseignement, la recherche et les soins. Ce sont des combats qu'il faudra continuer, comme l'ont fait nos maîtres dans le passé. Ces récipiendaires spécialisés dans la néphrologie, la santé publique, l'épidémiologie, la neurologie, la toxicologie, entre autres, sont appelés à faire preuve d'engagement pour le rayonnement de la santé et assurer la relève. À la fin de la cérémonie, des cadeaux ont été remis aux encadreurs pour leur travail remarquable.
Et l'autre titre de ce samedi sur un rendez-vous dès lundi sera lancée la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, le New Deal technologique, un projet tourné vers le futur. Nos autorités veulent se positionner en leader dans la sous-région et les acteurs ont bien sûr beaucoup d'attentes. Ils espèrent voir une industrie forte et compétitive. Claire Diop. Dans l'agenda de transformation économique Sénégal 2050, le numérique est l'un des moteurs clés de croissance. Malgré les progrès réalisés en matière de compétences, des lacunes subsistent encore. Les autorités proposent une nouvelle feuille de route avec des innovations et initiatives numériques qui reflètent les besoins et aspirations de l'heure. C'est important pour nous, secteur privé du numérique, d'avoir un cap clair. Et c'est l'objet du New Deal technologique. Alors, pour ce qui concerne la gouvernance, je dois dire que c'est l'une de nos principales attentes. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un leadership clair et un pilotage efficace. Le Sénégal se veut désormais un acteur compétitif de l'économie numérique mondiale et pour ce faire, une nouvelle politique de gouvernance s'impose. Suivi, évaluation, exécution des stratégies définies, contrôle, analyse, ajustement. Tout sera mis en œuvre pour un développement endogène et inclusif. Nous sommes chargés de ce qu'on appelle la couverture universelle, à savoir que les zones estimées non rentables par les opérateurs qui ont quand même signé le Code des télécommunications, où ils ont le devoir d'assurer la couverture à toute la population sur tout le territoire, nous donnent la mission d'apporter la couverture dans ces zones. Et donc, à ce titre, l'EFDSUD assure ce qu'on appelle le service universel, qui a été placé par les Nations Unies comme étant d'utilité aussi élevée que l'accès à l'eau et l'accès à l'électricité, à l'énergie. Dans les zones rurales, les projets de compétences numériques devraient être élargis et combinés pour un meilleur accès aux infrastructures et services afin de booster l'économie dans les terroirs. Le numérique, aujourd'hui, a une importance capitale en ce sens qu'il constitue en lui-même une industrie à forte valeur ajoutée, d'accord, qui aujourd'hui, on peut le dire, domine l'économie mondiale, mais également, tout simplement, parce qu'il est aussi un levier de performance et de compétitivité pour l'ensemble des secteurs d'activité. Beaucoup de jeunes entreprennent en utilisant le digital, que ce soit dans l'activité mini-industrielle, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les services. Donc c'est un secteur extrêmement pourvoyeur d'emplois. Avec les sommités de l'écosystème du numérique, l'État veut instaurer un secteur fort au service du développement. Le plan d'action opérationnel pour sa mise en œuvre sera présenté ce lundi. La stratégie veut servir de catalyseur à la modernisation de l'économie, aussi à l'amélioration de la compétitivité. Et les Sénégalais s'attendent aussi à une meilleure couverture du réseau Internet. Des perturbations sont encore notées dans certaines zones bien que connectées. Amadou Diallo. Aéré Lao ou la capitale des Almamies, cette commune du nord du Sénégal, sur la nationale 2, fait partie du département de Podor, dans la région de Saint-Louis. La ville aspire à devenir un carrefour urbain, rayonnant et attractif. Motsei Diankra est menuisier métallique de son état. C'est aussi un formateur avec plusieurs années d'expérience. Et quand on lui parle d'Internet, il répond « L'Internet nous est vraiment utile. Auparavant, nous faisions des dessins en guise de modèle pour les clients. Mais maintenant, tout cela est dépassé. Nous recherchons tout ce que nous voulons savoir sur le métallique avec Google. Des clients peuvent se trouver en France et nous arrivons à travailler à distance. Nous quittons l'atelier de Diankra pour le centre de formation professionnelle d'Aéré Lao. Des élèves sont en train de faire cours. Ici, l'usage de l'Internet fait partie du quotidien et facilite les enseignements. Les enseignements ici, ça se déroule normalement grâce à l'Internet. Parce que nous avons ici en informatique
des choses qu'on nous demande de chercher via Google ou sur Internet. Souvent, il y a des séances de TD qui sont faites en ligne pour permettre aux apprenants de travailler chez eux et d'être en parfaite collaboration avec le formateur qui est à distance. Donc sur ce, vraiment nous avons jugé très utile l'Internet dans le processus de formation au sein du CFP d'Aéré Lao. Malgré tout, le débit et la qualité de la connexion sont parfois décriés. Évidemment, on a des problèmes sur le réseau Internet. Il y a un manque de fiabilité. Et on espère que ça s'améliorera. On a aussi des problèmes matériels pour se connecter. Effectivement, le seul problème que nous notons, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est dû au réseau de la Sonatel ou bien, mais souvent, dans le centre, nous avons un déficit de réseau d'Internet. Souvent, vous vous connectez difficilement, surtout pendant ces périodes-là où il y a un peu de vent, il y a la tempête et autres. Souvent, la connexion n'est pas du tout stable. Instable, la connexion au web l'est également au lycée. Le réseau, ça reste. Il nous faut une nette amélioration de ce réseau parce qu'il arrive des fois qu'on ne peut pas même accéder à cette planète qui est commune à toutes les écoles du Sénégal. Des fois, on veut travailler, mais on est obligé d'attendre, de rentrer à la maison, d'attendre une heure très tardive de la nuit, 2 heures du matin pour travailler. Ensuite, se réveiller au petit matin pour venir travailler encore à l'école. Donc, si les autorités le peuvent, nous voulons véritablement qu'il y ait une amélioration de ce réseau pour un travail efficace. Les élèves n'ont pas l'autorisation de venir à l'école avec leur téléphone, mais utiliser l'Internet, ils le font et cela les aide à bien comprendre les cours. Si on voit des mots difficiles qu'on ne connaît pas, on passe dans l'Internet pour regarder ces mots-là. Et aussi, ça nous permet de savoir les choses qui se passent dans le monde aussi entier et dans le pays aussi. Se connecter pour se divertir, s'informer, se former, apprendre et travailler, l'Internet facilite bien des choses à Aéré Lao. Voilà pourquoi les habitants plaident pour une amélioration de la connectivité. Le numérique comme catalyseur de développement des pôles territoires. Des experts ont échangé autour de ce thème avec des solutions innovantes pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie numérique. Lamine Fall. La connectivité des nouveaux pôles territoriaux préoccupe le mouvement pour la transformation nationale. Le MTN compte faire du numérique un important levier de développement. On peut dire que le numérique est catalyseur parce qu'il entre dans le fonctionnement de notre vie. On ne peut pas se défaire du numérique. Aujourd'hui, dans toutes les activités, il y a e-gouvernance, e-administration, e-commerce. Pour tout cela, le numérique également, l'autorité a besoin d'avoir des informations à temps réel. Le numérique, une chance inédite de dynamiser les territoires. Cette conférence intervient dans un contexte particulier marqué par le New Deal technologique, une vision qui met le numérique au cœur de la transformation économique des pôles territoires. Quand la volonté politique s'y met, la technologie est déjà parfaite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux autorités, c'est une appropriation de l'outil technologique comme étant un outil essentiel de développement. Et cette appropriation, je n'ai pas de doute qu'elle est déjà faite. En tant qu'allié dans l'attelage gouvernemental, le MTN entend apporter une contribution scientifique et de qualité sur les grandes thématiques de l'heure. Le mouvement pour la transformation nationale, dirigé par le professeur Mary Teuw Niane, ministre directeur de cabinet, a un rôle déterminant à jouer parce qu'il fait partie des propulseurs du numérique. Donc, il a initié les cadres du parti à réfléchir pour donner une contribution scientifique pour la mise en place et le développement du numérique pour les pôles territoires. Des productions scientifiques découleront de cette conférence, des productions qui, à coup sûr, seront soumises aux autorités décisionnaires et compétentes. On en vient maintenant à cette alerte de la Sénélec. Ces pylônes installés en 2022 à Alocagne ont été saccagés. Ces actes de vandalisme exposent bien sûr les populations à un grand et grave danger, sans compter la perturbation notée dans la distribution de l'électricité. Lamine Fall. Alocagne, une zone chargée d'histoire et de mythes perdue entre Dakar et Thiès.
Derrière ce mystère qui l'enveloppe, un fait inédit s'y passe. Alocagne vit au rythme d'agressions perpétrées sur les pylônes de la Sénélec. Beaucoup de cornières ont été enlevées de ces pylônes-là. Et ça fait que la structure métallique est complètement affaiblie. Constituant les éléments de base de l'installation aérienne, ces pylônes servent de support aux lignes haute tension, des lignes qui occupent une place de choix dans le dispositif de la Sénélec. Cette ligne part de Sococim et va jusqu'à Tobène. Elle assure la fourniture en énergie de Sococim, en passant par Olam, en passant par Someta, en passant par Simaf, qui sont des industriels, en passant par Tchona, un grand quartier de Thiès, et ça va jusqu'à Tobène. Vu les enjeux de cette ligne haute tension, les conséquences sécuritaires et techniques de ces actes inciviques sont nombreuses. Les dégâts sont incommensurables. Alors ça va créer des feux de brousse, ça peut tuer des animaux, ça peut tuer des êtres humains, et donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. D'autres conséquences peuvent également être associées à ces actes de vandalisme. Par exemple, aujourd'hui, si ces pylônes tombent, 10 pylônes après peuvent tomber parce qu'ils sont liés par un câble. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup de pertes financières. Et aussi, il y a aussi la perte qui vient de l'énergie qui n'aura pas été distribuée. Face à cette situation, sensibilisation et dénonciation sont de mise. Vraiment, c'est une sensibilisation aussi qu'on veut porter à l'endroit des populations. Pour qu'à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui fait ces types d'actes de vandalisme, que les populations prennent le devant pour aller dénoncer ces actes-là. De même, la Société nationale d'électricité compte également rester en justice. Sénélec va aller en justice. Donc on va aller porter plainte. Les autorités ont été informées de ce qui se passe. Le danger plane sur Alocagne et la Sénélec alerte. Au même moment, les actes d'incivisme continuent de gagner du terrain. On se rend à présent dans le sud-est, au cœur du parc de Nyokolokoba, qui abrite une biodiversité remarquable et singulière. Des travaux d'aménagement y sont en cours. Ils s'étendent sur plus de 1000 km. Et Tidiane Sissé nous emmène visiter ces chantiers. Le lieutenant-colonel Paul-Maurice Diédou et ses hommes engagés dans des opérations d'aménagement au sein du parc national de Nyokolokoba. Ces agents de la direction des parcs nationaux ont pour mission de dégager les pistes à l'intérieur du parc afin de faciliter la circulation des touristes et d'améliorer la sécurisation du site. En cas d'intervention, effectivement, nous pouvons intervenir le plus rapidement possible. Mais aussi, ça permet effectivement à nos brigades, nos différentes brigades, sur le côté sur le plan sécurité, effectivement, d'avoir beaucoup plus de mobilité, être beaucoup plus mobile. Avec ses 913 000 hectares, le parc national de Nyokolokoba est traversé par plus de 1200 km de pistes. Ces travaux d'aménagement sont donc essentiels pour restaurer l'accessibilité du site. Il faut non seulement rétablir le rétablissement des pistes, mais aussi il faut ouvrir de nouvelles pistes, mais aussi permettre à ce que les touristes puissent effectivement s'épanouir à l'intérieur, puissent se déplacer. Ces opérations constituent également une opportunité aux jeunes des localités environnantes. Après une formation à la conduite d'engins lourds, ils sont venus mettre en pratique leurs compétences sur le terrain. On a terminé la théorie, maintenant on est venu ici au parc pour les pratiques. Ça va éviter aux zones de faire l'immigration ou bien l'exode rural et tout. Et maintenant, ils sont là, sur le terrain, dans le cadre de ces activités d'aménagement, pour effectivement appliquer ce qu'ils ont déjà appris. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, le parc national de Nyokolokoba est l'un des sites touristiques les plus prisés du Sénégal oriental. L'amélioration de l'état des pistes revêt donc une importance capitale pour assurer un accueil optimal aux visiteurs et contribuer à la préservation de ce joyau environnemental. Le directeur général de la RTS en visite au Maroc, Pape Alignan, a rencontré le président directeur général de la Société nationale de radiodiffusion et télévision du Maroc, Faisal Laraichi. Ils ont signé un accord pour la couverture médiatique de grands événements sportifs à venir à Matadem.
Une signature de plus qui prouve encore une fois l'excellence des relations qui lient le Sénégal au Maroc. Aujourd'hui, avec les acquis de la RTS en matière de nouvelles technologies et de compétences, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision du Maroc signe avec elle un partenariat gagnant-gagnant pour la couverture d'événements majeurs à venir. Il s'agit entre autres de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc et des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal. Nous avons pensé qu'il s'avère nécessaire de mutualiser nos efforts et aussi faire des échanges d'expériences qui vont enrichir le travail qu'on est en train d'abattre respectivement pour nos deux peuples. Nous avons pensé qu'il faut renforcer cette coopération sud-sud. C'est dans ce cadre-là que nous allons bénéficier de l'expérience que le Maroc a sur l'audiovisuel, mais également de l'expérience que les techniciens sénégalais ont pour réussir véritablement à relever les défis d'une bonne et parfaite couverture des différents événements qui vont se dérouler respectivement dans nos différents pays. Le président directeur général de la SNRT du Maroc, Faisal Laraïchi, et le directeur général de la RTS, Pape Alignan, ont également discuté sur les perspectives de ce partenariat signé, qui va permettre de mutualiser les efforts, d'échanger les expériences pour toujours mieux servir les deux peuples, celui du Sénégal et du Maroc. Et ça nous sert justement de transition pour d'autres actualités des sports, avec notamment cette victoire du Sénégal en basket. Les Lions ont battu les Gabonais sur le score de 102-68, soit 34 points d'écart. Prochaine rencontre dans cette dernière fenêtre FIBA, ce sera demain face au Cameroun. Fatoumata Savné. Le gap est de 19 points à la mi-temps. C'est un bien meilleur second carton. On découvre rapidement les statistiques. Hey, Bamba Diallo! Le Sénégal joue donc son dernier match demain à 14h face au Cameroun. Ce sera en direct sur la RTS, prise d'antenne à 13h30. Une autre victoire des Lions, cette fois en beach soccer. Le Sénégal a donc battu les Seychelles hier à la plage de Diamalai, score 12-1. Les champions en titre ont tenu le rang, à bilan positif donc pour le sélectionneur national sur l'ensemble des 3 matchs amicaux. Fatou Bintoundour. Champion d'Afrique en titre, les Lions du beach soccer ont encore étrié les Seychelles 12-1. Un but matinal de Ninou Diatta sur une passe de Mandione Lai a démarré le festival offensif des Lions. Le Sénégal confirme son statut de meilleure équipe africaine de beach soccer. Auteur d'une quadruplée, Sidna Mandione Lai Gadiaga a réalisé de magnifiques passes décisives. Ninou Jean Diatta, Amar Samb, Pape Modou Ndiaye, Mamour Diagne, Ousseynou Faye ont tous été buteurs du côté du Sénégal. Il y a une satisfaction sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, il y a beaucoup de réglages à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, les îles Seychelles n'ont pas regretté le fait de venir ici parce que peut-être ils ont beaucoup appris. Mais nous aussi, ça nous a permis sur le plan offensif de beaucoup peaufiner notre stratégie. Quant à l'équipe adverse, elle a marqué un seul but grâce à Terence Ahmad. It's not a good feeling, but... On est venu ici pour l'entraînement, mais on a joué, on a perdu les 3 matchs, mais pour nous, c'est pas gagné ou perdu, c'est pour le développement. On est venu pour le développement, pour l'expérience et on est satisfait. Try to get better every day. Après les victoires des Lions du beach soccer sur les Seychelles, 10-3 mercredi et 11-4 comptant pour leur deuxième match, les protégés du coach Ngala Sylla se sont encore imposés largement. L'équipe du Sénégal de beach soccer va poursuivre sa préparation au Maroc. L'objectif est d'être compétitif pour le mondial de beach soccer qui aura lieu du 1er au 11 mai prochain aux îles Seychelles. Et du football, la deuxième journée de la première ligue anglaise. Arsenal a battu cet après-midi à domicile West Ham. A été battu plutôt cet après-midi à domicile par West Ham. L'unique but du match a été inscrit par Bowen. Et vous pourrez également suivre demain à 20h le match Real Sociedad-Leganés. Ce sera en direct sur la RTS2. Le plateau d'avant-match est prévu à 19h30. Et avant de clore ce journal, nous allons assister aux funérailles de l'ancienne gardienne du bois sacré des femmes de Divent dans le royaume d'Oussouye. Et Amadiediou aura vécu 110 ans. Et selon la tradition, une personne âgée qui meurt est synonyme de réjouissance. On chante, on danse, on mange à volonté en signe d'action de grâce. Abdoulaye Sinkari. Ce jour-là, tous les chemins mènent à Divent. Dans ce village du royaume d'Oussouye,
Une grande cérémonie réunit les habitants et leurs voisins. Les funérailles de Yama Diédhiou. Elle est décédée à un âge très avancé. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie. Nos ancêtres le faisaient. On prie pour que son âme repose en paix. La défunte a été gardienne du bois sacré des femmes et figurée parmi les doyennes du royaume. Décédée à plus de 100 ans, ses funérailles sont un jour de fête. La défunte a vécu l'époque d'Aline Sitoé Diatta. Elle nous en parlait souvent. Pratiquement, dans tout le département d'Oussouye, on ne connaît pas une personne plus âgée qu'elle. Elle était la plus âgée du royaume. Elle avait à peu près 110 ans. Moi, je suis né en 1964 et j'ai trouvé qu'elle était déjà assez âgée. 30 octobre 64. Pour sa fille, c'est un soulagement et une fierté. Ne pas partir avant sa mère était son plus grand souhait. J'avais peur de partir avant elle. Cela aurait été un grand chagrin pour moi. J'étais à ses côtés et j'ai pris soin d'elle durant sa maladie. Là, je suis soulagée. Elle est partie en paix. Les parents et proches de la défunte racontent une mère modèle qui mettait la propreté et l'hygiène par-dessus tout. Elle faisait toujours les tâches ménagères et elle tenait beaucoup à la propreté. Quand quelqu'un partait en voyage, elle demandait souvent de lui acheter du savon au retour pour laver la vaisselle. Habillé et couché dans son lit, Yama Diédhiou reçoit en guise de viatique quelques objets du quotidien. Tu as couvé et soutenu les enfants. À eux de te faire plaisir aujourd'hui. Pendant ce temps, des hommes confectionnent son cercueil à base de feuilles de rognier. Ils prennent les branches de palétuvier pour faire le cercueil. Après l'avoir bien attaché, ils mettent les cornes de bœuf avant de placer le corps. L'ultime moment de la cérémonie, c'est quand le cercueil porté par 4 hommes fait le tour de l'assistance avec le corps. Le temps de communiquer avec les siens et parfois révéler les causes du décès. Monseigneur André Gueye, jusque-là évêque de Thiès, et le nouvel évêque de Dakar. Il a été nommé aujourd'hui par le pape François en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye, admis à la retraite. Ramatadem. Ordonné prêtre le 27 juin 1992 à la cathédrale de Thiès, Monseigneur André Gueye est né en janvier 1967 dans le département de Tivaouane, où il a fait ses études philosophiques au grand séminaire de Sébikotane et à Brin, à Ziguinchor. Il poursuit ses études de théologie à l'université pontificale de Rome avant de rentrer au pays. Vicaire de la paroisse Sainte-Croix à Bambey pendant 5 ans, il rejoint pour 3 ans la cathédrale Sainte-Anne de Thiès avant de devenir curé de la paroisse Sainte-Croix de Bambey. En plus de ses charges pastorales, Monseigneur André Gueye enseigne la philosophie au grand séminaire de Brin. Nommé évêque de Thiès par le pape Benoît XVI le 18 janvier 2013, il est consacré le 25 mai de la même année par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Et le 12 janvier 2023, il est administrateur apostolique de Saint-Louis. Monseigneur André Gueye succède à Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack de 2001 à 2014 et archevêque de Dakar de 2014 à février 2025. Il a atteint la limite d'âge et a présenté sa renonciation comme le prévoit le droit canonique.
Et on se quitte sur ces images. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 23h pour l'édition du soir. Merci à tous.